Gaël Duval de Murena est avec nous dans Smart Tech aujourd'hui. Je présentais dans le sommaire comme l'alternative à ce monde très binaire finalement des smartphones qui se partagent entre d'un côté Android, Google et de l'autre Apple, iOS. Et donc il existe d'autres propositions, une autre offre possible. Mais pas forcément très visible, Gaël Duval. Est-ce que là, on est dans un match David contre Goliath? Est-ce qu'on a une chance de voir percer d'autres offres? Alors, vous en portez une, mais est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de s'imposer ou d'autres peuvent le faire? Parce que ce marché, il était beaucoup plus varié il y a quelques années, et puis finalement, il s'est reconcentré. Est-ce que là, on est à un moment clé, peut-être charnière, où ce marché peut à nouveau s'ouvrir, vous pensez ? Oui, alors c'est une vaste question. Tout d'abord, juste pour très rapidement, pour rappeler un petit peu aujourd'hui le marché du smartphone, c'est un duopole, comme vous l'avez dit. Donc Apple d'un côté avec iOS et Google de l'autre avec tous les téléphones sous Android. Donc quand vous achetez n'importe quel téléphone Android, même s'il n'est pas de Google, vous avez quand même un système de Google dedans avec tous les services de Google qui vont avec. Pour résumer, aujourd'hui, pour donner une image, ces deux systèmes-là envoient, collectent 10 mégaoctets de données personnelles par jour. C'est considérable qui vont sur les serveurs de Google. Donc les données personnelles, c'est ce que vous utilisez comme application, c'est là où vous êtes, vos mails si vous utilisez une messagerie Android, toutes sortes d'informations qui retracent votre vie privée en permanence. Donc nous, et pas que nous en fait, on pense que c'est problématique cette collecte permanente des données personnelles et on veut ouvrir une nouvelle voie. Et je pense qu'aujourd'hui on est porté par un marché qui est en train d'émerger, un marché qui prône des valeurs plus éthiques, la recherche d'une meilleure vie numérique, d'une vie numérique plus vertueuse. Et on est vraiment là-dessus, en fait. On répond à une demande de marché qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui. Oui, c'est pas juste proposer autre chose que Android ou iOS, c'est arriver avec une offre de protection de la vie privée dans nos vies mobiles, dans les smartphones. Donc vous concevez un système d'exploitation qui repose quand même sur Android, mais vous dites qu'il est dégooglisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est pas tellement qu'il repose sur Android, c'est qu'il reprend juste le moteur d'Android. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais Android, c'est un projet qui est à la base dérivé de Linux, le système d'exploitation, qui est bien connu, et sur lequel ont été construites un système qui permet de faire tourner les smartphones et par-dessus lesquels on retrouve en particulier tous les services de Google. Donc nous, on prend juste la base, c'est-à-dire le moteur de ce système d'exploitation et dessus, on ajoute toutes les applications. Donc finalement, c'est un noyau open source, c'est ça, tout totalement. à fait libre. Exactement, et on rajoute tous les services qui sont usuels aujourd'hui pour un usage numérique normal. On assure la compatibilité avec toutes les applications mobiles du marché, ça c'est important de le dire, et à la fois, on protège les utilisateurs de cette collecte permanente de leurs données personnelles, puisque nous, on n'a vraiment pas de business model qui repose sur ces données personnelles. On a un business model extrêmement simple. On vend des téléphones avec notre OS et des services en ligne aussi, parce qu'on opère un cloud où les utilisateurs peuvent stocker de manière sécurisée leurs photos, leurs données personnelles, etc. Alors oui, parce que ce système d'exploitation, donc vous le mettez à disposition de l'ensemble du marché. Aujourd'hui, quels sont les smartphones qui l'embarquent ? Alors aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on peut installer nos systèmes d'exploitation, donc qui est libre, comme vous l'avez dit, sur 250 téléphones du marché à peu près, donc de toutes les marques, on peut dire, c'est assez vaste. On a également un outil qui s'appelle l'Easy Installer qui permet de l'installer plus facilement. Néanmoins, mais aujourd'hui, si j'achète moi un smartphone, je vais prendre Samsung par hasard, est-ce que je peux décider d'installer à la place de l'Android qui m'est fourni par Google, d'installer cet OS Murena ? Tout à fait. Aujourd'hui, sur la plupart... Ça s'appelle iOS, c'est ça ? Ça s'appelle iOS, c'est l'OS qu'on développe. Pas le i du français, mais c'est EOS. On peut tout à fait l'installer sur un Samsung, comme vous l'avez dit, ça marche très bien. On a déjà d'ailleurs vendu par le passé des reconditionnés Samsung avec l'OS Murena iOS pour commencer. Et puis on a des partenariats avec des constructeurs de téléphones, typiquement Fairphone, qui est un constructeur de smartphones plus durables. Ils font attention au choix des matériaux, on peut le démonter, changer la batterie, etc. Ouais. Donc voilà, on peut acheter un smartphone Murena avec iOS sur une base Fairphone aujourd'hui sur notre boutique en ligne sur murena.com. Et puis on a également d'autres partenariats sur le matériel avec Gigaset par exemple en Europe. Et puis on a ouvert la commercialisation vers les US il y a 12 mois environ, un peu plus de 12 mois, avec un partenaire qui s'appelle TerraCube là-bas.
Et cette année, on a lancé notre propre matériel en addition de nos partenaires habituels. C'est ce qu'on appelle le Murena One. Donc, c'est un smartphone qui est plutôt performant et plutôt abordable. Il est sorti en septembre, c'est ça? Il est sorti fin septembre, exactement. Fin septembre. Ouais. Bon, il ressemble à un smartphone tout à fait classique. Vous avez repris les standards habituels du marché? Exactement. L'idée, c'est pas on se bat pas sur le nombre de pixels de la caméra, Ouais. on se bat pas sur telle ou telle nouvelle fonctionnalité. C'est pas du tout le but. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de nos clients, ils ont un usage numérique extrêmement standard. Enfin, ils ont besoin d'avoir une appli de cartographie, ils ont besoin d'envoyer des mails, de naviguer sur Internet et de faire des photos aussi accessoirement. Et aujourd'hui, on pense qu'avec ça, on répond vraiment à 80% des usages du marché très facilement avec un smartphone qui est très abordable puisqu'on le vend. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être de plus, je ne sais pas, et de moins? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un smartphone Murena? Aujourd'hui, vous pouvez avoir une vie numérique totalement normale avec un smartphone Murena, à l'exception près que vous n'allez pas être traqué en permanence et vos données personnelles ne vont pas être collectées en permanence. Et comment est-ce que vous les bloquez? Parce que si moi j'installe une application Google par exemple ou un WhatsApp, si j'installe des applications qui de toute façon travaillent à partir de mes données personnelles, vous n'allez pas les empêcher de récupérer ces datas? Alors oui et non. Oui, dans la mesure où il y a certaines applications qui collectent en permanence vos données personnelles. On ne va pas les nommer, mais la plupart des géants du net, leurs applications collectent vos données personnelles. Je sais pas, avec Facebook par exemple, Exactement. peu importe dans quel environnement je me retrouve, finalement, il est capable de suivre mes pérégrinations numériques. Comment est-ce que vous pouvez bloquer ça? Vous pouvez Ça, pas. on ne bloque pas. Ce n'est pas du tout notre job. L'objectif de Murena, c'est vraiment d'offrir un monde numérique plus vertueux à nos clients, à nos utilisateurs. Après, libre à eux de choisir d'utiliser telle ou telle application. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook. Il y a plein d'applications de messagerie qui sont aussi performantes que WhatsApp. Après, nous, l'idée, c'est vraiment d'offrir le choix aux utilisateurs, mais un choix informé. Et pour ça, on offre aussi des fonctionnalités avancées dans notre OS. Typiquement, on expose, on informe les utilisateurs du nombre de trackers qui sont dans chaque application. Donc on va pouvoir voir quand on veut installer une application, celle-ci, elle a peut-être 15 trackers. Cette application qui est normalement un journal en ligne, un média classique, elle a peut-être 40 trackers. Là, on va se dire, oui, ok, donc il y a peut-être Facebook et puis Google aussi qui savent que j'utilise cette application-là quand je l'utilise. Donc ça, c'est un problème potentiel. Donc on informe les utilisateurs à ce sujet-là parce qu'on pense que c'est important. Pédagogie un peu, et puis on leur permet également de couper ces trackers. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a introduite cette année dans l'OS. Ça permet vraiment, si on veut, de rester en dessous des radars de cette surveillance généralisée avec les données personnelles. Et qu'est-ce que vous avez comme application installée par défaut? C'est très très basique et très simple. On a une application de mail, on a une application... Je vais mettre mes lunettes, je ne veux pas être de loin, moi. On a une application qui permet de prendre des photos, bien évidemment, une application de notes, une application de carto, une petite calculette, un réveil matin, etc. Et puis aussi, navigateur quand même? Un navigateur web, bien évidemment. Et alors c'est lequel? Alors c'est un fork, c'est une version Chromium, donc c'est la base open source de Chrome, mais vraiment dans laquelle il n'y a vraiment rien qui va chez Google. On prend juste la base, c'est-à-dire naviguer sur Internet. Vous n'avez pas choisi Firefox? On n'a pas choisi Firefox. Pourquoi? Pour des raisons techniques et historiques, parce que Firefox, on a un problème encore une fois, sans entrer dans les détails techniques, on avait vraiment une contrainte de performance et sur une base Chromium, qui est un logiciel libre, ne l'oublions pas. C'est pas parce que c'est maintenu par Google pour faire Chrome que la base n'est pas forcément, elle n'est pas mauvaise. Et pour des contraintes de performance, à l'époque, on a choisi Chromium. Après ça, on ne s'interdit pas à l'avenir de basculer sur Firefox si Firefox coche les bonnes cases. Et encore une fois, moi, je peux installer le navigateur que je souhaite et on peut utiliser. Exactement. Pour les messages, tout ce qui est messagerie, vous passez par quoi? On a une application de SMS et sinon, les utilisateurs peuvent aller dans notre store d'applications pour installer l'application de messagerie qu'ils le souhaitent, y compris WhatsApp. D'accord. Donc c'est disponible à la vente partout dans le monde aujourd'hui, ce smartphone? C'est disponible à la vente aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Uniquement pour l'instant, on ouvrira plus tard. Et vous êtes positionné où sur le marché? Vous êtes plutôt moyenne gamme, haut de gamme? Aujourd'hui, sur le matériel, on est clairement moyen de gamme.
Voilà, c'est notre premier téléphone. C'est 350 €, c'est ça? 350 €. On le commande comment? On l'achète On où? l'achète sur Murena.com aujourd'hui. C'est uniquement en ligne? C'est ça. Donc c'est fabriqué à la commande, j'imagine? Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais on a un bon fond de roulement, donc il n'y a pas de souci. C'est expédié dans les 48 heures. Ok, très bien. Sur la partie protection des données, moi je voulais qu'on pousse un petit peu la réflexion plus loin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on prend le sujet par le bon bout? Par exemple, ce règlement sur la protection des données personnelles, est-ce que c'est quelque chose qui a accompagné des initiatives comme la vôtre ou qui ne sert pas à grand-chose? Si, ça sert évidemment. Je pense que déjà, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on est vraiment aujourd'hui à une époque charnière, à mon avis. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la tech et ça fait 20 ans que ces sujets-là, on essaie de les faire avancer dans l'opinion publique. Et là, clairement, depuis 2-3 ans, on voit bien que ça commence à prendre. Je pense que tous ces règlements, ils vont dans le bon sens, globalement. Après, on peut regarder dans les détails ce qui serait plus intéressant de faire ou pas. Rien que pour la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce règlement n'empêche pas justement de continuer à collecter des données sur les smartphones. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt passer du modèle RGPD où l'idée, c'était que chaque utilisateur puisse fournir son consentement à l'utilisation de ses données personnelles, sans quoi il peut difficilement utiliser le service qu'on lui propose, à plutôt par défaut, il n'y a pas de collecte de données personnelles. Et puis si l'utilisateur le souhaite, à un moment, il peut dire « Ah oui, finalement, moi, je veux bien donner mes données personnelles ». On voudrait bien renverser un petit peu la logique de tout. Mais là, ça veut dire renverser complètement les business models du numérique. On sort complètement de l'offre gratuite. Oui, mais les business models du numérique, ils sont opportunistes. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de business model sur les données personnelles et pour autant, il y avait quand même des ordinateurs, il y avait des logiciels, il y avait plein de choses. C'était moins grand public, il y avait moins de démocratisation des usages. Peut-être, bien sûr, parce que maintenant le smartphone, c'est dans la poche, on l'utilise tous les jours et pour tout, certes, mais néanmoins, vous voyez, nous, on vend des téléphones, on les achète à, je ne sais plus exactement combien on achète celui-là, mais mettons qu'on l'achète 200 €, on leur vend 349, on fait une marge de 150 €. Ça, c'est un business model et qui ne repose pas sur les données personnelles. Ouais. Alors, que pensez-vous aussi de tous ces débats qu'on a aujourd'hui en France, des débats assez vifs sur la partie cloud? Parce que vous avez aussi développé, vous dites, une offre cloud pour héberger vos services. Toute cette idée de créer ce cloud souverain à l'européenne, on a l'impression qu'il y a plusieurs voix qui parlent, qui sont parfois dissonantes sur ce sujet. Quelle est votre position ? Nous, notre position, elle est très claire. On pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'indépendance stratégique en Europe. Il y a un gros sujet, et ce n'est pas que dans le numérique, c'est également dans l'énergie, on le voit bien aujourd'hui. On voit bien les forces qui sont en place. Donc on pense qu'il serait grand temps qu'on acquiert davantage de souveraineté sur les technologies qu'on utilise en Europe, aussi bien sur le smartphone, sur les OS. C'est vraiment des technologies d'infrastructure, que dans le cloud, qui sont également des technologies d'infrastructure. Alors comment on y va vers cette indépendance Alors je ne sais pas numérique ? exactement comment on y va, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est il faut arrêter d'être timide et il faut arrêter d'être un peu bisounours. La plupart des technologies dont on parle, elles ont été inventées aussi en grande partie en Europe. Linux a été inventé en Europe, etc. Donc il n'y a vraiment pas de problème fondamentale de production de valeur de technologie en Europe. Ça, c'est pas vrai. Le web a été inventé en Europe. Il faut juste se redonner de la confiance et avoir une ligne directrice de qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut avoir. Et puis aussi être force de proposition, parce que moi, j'entends parler plein de gens en permanence sur ces sujets-là, et au final, les propositions, on en a relativement peu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est... Par exemple, qu'est-ce que vous pensez il y a des propositions, par exemple, les quotas, d'imposer à l'État, pour les commandes publiques, de respecter des quotas d'achat français. Un Small Business Act à l'européenne, ça serait quelque chose qui serait extrêmement vertueux, puisque ça permettrait à toutes ces TPE, PME qui sont créatrices d'innovation de grossir. Et aujourd'hui, elles ont du mal à grossir parce qu'elles manquent de cette commande publique qui est en place aux États-Unis. 30 à 40% de la commande publique aux États-Unis et des grandes entreprises va vers les petites entreprises. C'est considérable. Si aujourd'hui c'était le cas en Europe, on verrait plein de champions du numérique émerger. Et puis en Chine, évidemment, ils sont... Après, c'est quoi la condition pour dire qu'on parle de technologie souveraine? Est-ce qu'il faut que ce soit une entreprise française qui porte le projet, ou est-ce qu'il faut que ce soit le cœur de la technologie qui soit lui-même français ou européen? La question, parce que là, par exemple, sur la base Android... Oui.
Mais la question, à mon avis, c'est pas le drapeau. La question, c'est la capacité qu'on a à maîtriser la technologie, à ne pas dépendre d'un acteur extérieur. La question, c'est aujourd'hui, si, je ne sais pas moi, mais si ça se passait pas bien avec les États-Unis et qu'on soit en froid, ce qui est déjà un peu arrivé par le passé, par moment, à quel point on va pouvoir continuer à utiliser des systèmes d'exploitation Android ou Microsoft, etc. Je pense que c'est vraiment la question fondamentale. Et tant qu'on n'a pas cette maîtrise de la technologie, qu'on soit capable de maintenir une base d'infrastructure aussi bien dans le cloud que dans les OS, ben on dépendra d'autres pays comme les États-Unis. Ça, c'est problématique. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette question du numérique, elle repose la question finalement de qui sont nos alliés. Qui sont nos alliés dans l'univers technologique? Et est-ce que l'Europe, ça existe véritablement dans ce monde numérique? Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une très grande force technologique. Il y a énormément de technologies qui sont inventées en Europe. Par exemple, le web a été inventé en Suisse, au CERN, à la fin des années 80, début des années 90. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est... Oui, mais pour autant, le travail en commun, la puissance commune de l'Europe, on la retrouve. C'est pas si évident. C'est pas si évident, mais parce qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment de prise de conscience politique qu'il faut bâtir en commun et avoir, comme vous disiez, des mesures comme un Small Business Act européen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Si on regarde par le passé ce qui s'est passé, par exemple, dans le monde de l'aviation, dans les années 60, Boeing avait un monopole quasiment sur l'aviation civile. On aurait pu se dire à l'époque, ah bon, bah, c'est foutu, la partie est perdue, on va passer à autre chose, on va pas faire des avions, on va faire des camionnettes, j'en sais rien. On s'est dit, tiens, bah non, en fait, on a plein de constructeurs en Europe, il y a plein de constructeurs, mais qui sont en train de mourir parce qu'ils sont trop petits. On va les unir et on va créer un truc qui s'appelle Airbus et on va construire un avion de ligne Airbus. Qu'est-ce qui se passe 30 ou 40 ans après ? Airbus devient numéro 1 sur le marché des avions. Donc je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans cette position où il y a une opportunité dans le monde de la technologie qu'il faut saisir pour se le réapproprier au niveau européen. Et alors vous travaillez, vous, avec une communauté plus large que la communauté française ? Bien entendu, mais aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus vraiment de frontières non plus, et en particulier dans l'open source, donc avec les réseaux. C'est-à-dire vous faites appel à des développeurs qui sont un petit peu partout Oui, on a un cœur qui est français, européen, bien évidemment, mais après on a des développeurs qui viennent de tous les continents. Donc vous nous avez expliqué que tout ça repose sur la base du libre. Est-ce que le libre, c'est une des façons de réussir justement à reprendre la main sur l'indépendance numérique, de reprendre la main sur le numérique, de retrouver une indépendance, pardon? Alors ça, c'est le point de vue que je défends depuis plusieurs années. Et je pense c'est un point de vue qui est en train de faire son chemin aujourd'hui. C'est impossible, ceux qui disent on va recréer un système d'exploitation depuis zéro, from scratch, comme on dit, depuis une feuille blanche. C'est impossible. C'est des investissements qui sont colossaux. C'est 30 ou 40 ans d'évolution technologique, etc. C'est impossible. Par contre, avec le libre, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà tout. Donc, et on peut le réutiliser. Évidemment, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est vraiment une question de savoir-faire, plus une question de propriété intellectuelle, finalement. Et quels sont ces grands enjeux du logiciel libre, là, actuellement ? Les grands enjeux du logiciel libre, ça c'est une très grande question. Je pense que le logiciel libre, à mon sens, il est partout maintenant. C'est devenu un peu une habitude, mais encore une fois, je pense que là, c'est vraiment une question de qui maîtrise le logiciel libre. Personne et tout le monde à la fois. Mais celui qui maîtrise le plus, c'est celui qui a le savoir-faire. Donc il y a aussi un enjeu de formation aujourd'hui dans les universités françaises et européennes, dans les écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est vraiment fondamental qu'on forme des gens de très haut niveau qui puissent prendre ça en main pour continuer à créer de la valeur et à se réapproprier ces technologies. Il y a un enjeu de financement aussi. Parce qu'aujourd'hui, qui finance le libre ? Aujourd'hui, qui finance le libre c'est des gens comme nous. Beaucoup. Mais oui, et comme nous. Oui, mais plus largement, c'est quand même plus massivement des entreprises américaines. Et c'est pour ça qu'il faut des Small Business Act. Et il faut que les entreprises s'emparent du libre également, y contribuent. Ça permet de faire vivre également l'écosystème. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre délégué au numérique et aux télécommunications? On a prévu de rencontrer dès qu'il est prêt à nous recevoir. Vous en attendez quelque chose ? Aujourd'hui, pas vraiment, parce qu'en fait, nous, on est très... ce qui compte avant tout, c'est le client. Donc, on veut lui créer le meilleur produit pour son usage, un produit plus vertueux qui respecte ses valeurs. Et pour ça, on n'a pas spécialement besoin d'avoir des appuis politiques. Bon, alors je voulais qu'on termine cet entretien ensemble avec l'interview express Gaël Duval. Vous pouvez répondre de manière tout à fait personnelle ou professionnelle. Je vous laisse choisir. Sur vos rêves d'abord.
Mon rêve, moi, d'un point de vue professionnel, c'est vraiment qu'on arrive à construire cette Europe technologique indépendante. Il y a tout ce qu'il faut sur la table. Il y a les ingénieurs, il y a les technologies, il y a le libre, comme vous avez dit. C'est juste une question de volonté politique à un moment, mais je pense qu'on n'en est pas très loin. Quelles sont vos peurs, Gaël Duval? Quelles sont mes peurs? Mes peurs, elles sont structurelles sur l'état du monde aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine. C'est quand même assez inquiétant, il faut bien le reconnaître. Mais bon, je pense que c'est pas la première fois que le monde est en crise. Je pense qu'on dépassera ça, mais c'est Ça fait préoccupant. partie de vos interrogations. Quelle est votre interrogation? Mon interrogation aujourd'hui, si on parle d'un point de vue géopolitique, c'est cette crise qui est profonde en Ukraine et qui vraiment peut déraper à tout moment. Elle montre à quel point on est à la croisée des chemins, notamment au niveau de l'Europe. Se dire, est-ce qu'on va réussir enfin à prendre notre destin en main et à être une Europe unie qui va pouvoir avancer selon ses propres choix, ou est-ce qu'à un moment on va être suffisamment faible pour devoir reposer sur d'autres, en particulier nos amis américains? Je crois qu'il y a vraiment une question de choix aujourd'hui qui est en train de s'opérer. Comment vous voyez la prochaine révolution dans le smartphone, dans les télécommunications, dans le mobile? La prochaine révolution, moi je ne m'appelle pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal, donc je pense que la prochaine révolution elle va venir d'un endroit aujourd'hui dont on n'a pas forcément idée. On a toujours des surprises comme ça dans la tech, hein, un petit truc un petit truc qui sort d'un labo, une idée par là, et puis ça crée tout d'un coup une révolution industrielle. Aujourd'hui, moi, je la vois pas venir. Alors, il y a plein de sujets. Il y a l'IA, il y a le métavers, etc. Mais Il y a la protection des données. oui. Vous, par exemple, Mais ça, dans c'est pas un 5 ans, sujet techno, ça. C'est un sujet plus philosophique et politique. dans 5 ans, vous vous imaginez où avec Murena? Moi, je pense qu'on a vraiment un boulevard devant nous. Le marché demande des solutions plus vertueuses, comme le Murena One et comme l'OS qu'on développe. On est en train de chasser en meute en Europe avec différents partenaires comme Fairphone. On fait partie de Euclidia, hein, l'alliance des industriels du cloud européen. Il y a vraiment un alignement de planètes aujourd'hui qui fait que je pense que parmi toutes ces boîtes dont on commence à parler un petit peu aujourd'hui, il y en a qui vont devenir grandes si l'Europe nous aide un petit peu. Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Gaël Duval, un grand entretien avant cette interview express. Gaël Duval qui est le fondateur de Murena en interview dans Smart Tech. Vous restez avec moi juste après la pause. On continue de parler du monde du libre.